le thème, c'est effectivement la cobotique, donc 4 ans après les 20 ans de PC2A. La définition de la cobotique, c'est vraiment l'interconnexion entre l'homme et le robot. L'idée, c'est de bien redéfinir que le cobot, ça va permettre de travailler dans un espace commun entre l'homme et le robot, avec des actions directes ou indirectes. Alors, un peu plus en détail quand même sur les définitions. L'idée, c'est de partager l'espace de travail. Alors, si je vulgarise un petit peu, on va pouvoir parler d'avoir son collègue à côté de soi. C'est un petit peu l'idée du cobot, l'avènement du cobot. La collaboration directe, ça va être le fait que le cobot puisse amener une pièce ou un élément et le présenter à l'opérateur en attendant qu'il effectue une action directement sur ce qui est embarqué sur le robot. Et la collaboration indirecte, à l'inverse, on peut avoir le cobot qui dépose une pièce en attente que l'opérateur effectue une tâche et le cobot va aller effectuer d'autres tâches. Donc c'est vraiment cet environnement collaboratif entre l'homme et la machine. Il y a 4 ans, c'est vrai qu'on n'en était pas là où on est aujourd'hui, on verra un petit peu plus bas au niveau du marché. On arrivait sur une transition entre le robot vers le cobot, donc entre des systèmes, on va dire, autonomes et très répétitifs, vers un système finalement qui, par définition, est pas autonome. Hein. Le cobot, il a vraiment besoin de l'humain pour travailler, avec des tâches peut-être plus flexibles, mais moins dédiées. Donc il y a vraiment une démocratisation de la robotique. Et on a vu quand même arriver des intégrations plus accessibles aussi en termes d'intégration, donc forcément en termes de coûts derrière pour aller sur un marché ciblant la petite et moyenne série moins que de la production de masse. Hein, c'est vraiment l'idée aussi de ce qu'a pu amener le cobot sur le marché, sur différentes industries. Mais c'est vrai qu'on a pu constater des difficultés en termes d'intégration, de communication, de législation. Hein, ça a mis aussi beaucoup de à avoir une vision assez claire de comment intégrer le robot, comment gérer les risques, auprès de qui il faut s'adresser. On verra un petit peu aussi après des remarques qu'on entend toujours aujourd'hui sur ce qui peut être sujet à la suppression d'emplois. Donc un petit peu plus en détail, c'est vrai qu'on a tous les risques physiques qui sont liés à ce qu'on va embarquer au bout du robot, hein, donc écrasement, choc, vibration. Voilà, nous rentrer dans ces phénomènes qui peuvent amener des peurs derrière, donc de stress, d'isolement, et aussi lié au fait que si la machine tombe en panne, finalement, je ne peux plus produire, donc l'opérateur qui s'en occupe peut être aussi beaucoup plus stressé, et donc qui amène un petit peu, comme on en parlait tout à l'heure au sujet de la RSE, la peur de perdre son emploi. Donc pour répondre un petit peu à ces problématiques et ces risques, il y a des principes techniques où on a laissé plus de paramètres au niveau de la machine, donc du guidage manuel pour permettre à l'opérateur lui-même de réajuster le robot suivant voilà, des déviances qu'on peut avoir ou des réajustements de points, du contrôle de la vitesse par rapport à ce qu'on va embarquer au bout de la machine, qui peut avoir sur un même parcours des vitesses plus lentes et d'autres plus rapides en fonction des risques. Limitation de la force, pareil sur des applications de vissage où on va pouvoir maîtriser la force et limiter les risques. Et donc gérer le contact pour éviter que le robot continue son action. Si on rentre en contact avec lui, c'est un petit peu le principe, c'est qu'il puisse s'arrêter. Et donc derrière, il a fallu effectivement amener de la prévention, des formations. Donc on a beaucoup d'organismes aussi qui se sont mis à accompagner les industriels pour pouvoir effectivement amener à intégrer le robot collaboratif au long terme. Donc une fois qu'on a dit tout ça, effectivement, il faut identifier quelques bonnes pratiques à respecter pour l'intégration d'un premier cobot au sein de l'entreprise. Donc la première chose, c'est effectivement sur un projet, ça passe par l'analyse de risque. Hein, donc voilà, là il y a plusieurs organismes, dont la PAV qui peut être ou Veritas ou d'autres qui sont les plus connus, qui peuvent aussi vous accompagner dans cette démarche. Se référer aux bonnes normes, hein, parce que c'est vrai que les normes, on en a une multitude, mais il y en a qui sont quand même beaucoup plus orientées sur la partie robot collaboratif. Et bien comprendre que finalement c'est l'application qui est collaborative. C'est pas parce qu'on va mettre un cobot que c'est collaboratif. Hein, il faut vraiment identifier, comme on disait, les risques. Est-ce qu'il y a une zone qui est trop contraignante qu'il faut protéger, d'autres qu'on peut laisser ouvertes, et donc c'est l'application qui à la fin doit être collaborative. C'est vraiment assez important. Et effectivement, c'est ce qu'on disait, suivant les outils, suivant l'application, c'est là où on va devoir entrer dans des équipements spécifiques ou non, ou rajouter du scrutateur laser, ou des capteurs de sécurité pour vraiment s'assurer de la conformité globale de la cellule. Un autre point important, ça va aussi être de choisir les bons partenaires. C'est vrai qu'on est dans des industries de pointe avec des expertises.
de choisir des partenaires pour vous accompagner qui connaissent votre métier, ça va être un gain de temps assez considérable sur l'intégration de cobots au sein de l'entreprise. Quelques petits exemples très imagés dans notre industrie qu'on a pu voir, ça va être justement sur du contrôle très exotique et fastidieux, hein, sur des pièces complexes. Comment on va pouvoir automatiser et soulager l'opérateur sur des contrôles filaires, vernis, dans des îlots de finition, du chargement et déchargement de machines, l'image qui est au centre, notamment de testeurs, hein, gestes répétitifs toute la journée, essayer de soulager au niveau des TMS. Et puis des applications plus spécifiques comme du vissage sur des îlots. Donc c'est vraiment ciblé des applications à plus faible valeur ajoutée pour l'homme, mais dont le même homme peut collaborer avec le robot pour l'alimenter, lui amener les pièces, lui amener un autre testeur, donc lui lancer un nouveau cycle, et donc l'opérateur se concentre vraiment sur le lancement de la cellule. Les remontées clients, elles sont toujours valables aujourd'hui, je dirais même plus qu'hier. C'est vrai que quand on écoute les industriels, on constate toujours des difficultés à recruter, forcément à garder les compétences. Et finalement, on en demande plus au personnel, aux opérateurs, avec beaucoup de polyvalence et qui deviennent presque des techniciens plus. Et donc l'idée aujourd'hui, avec je dirais l'arrivée de ces technologies, ça va être de trouver des solutions pour les soulager et proposer justement de les reconcentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Voilà, laisser les tâches à faible valeur à la machine. Et donc de remettre l'homme au centre du process. Et finalement, cette demande qui est toujours constante pousse le marché à continuer à évoluer. C'est vrai qu'avec des chiffres assez importants aujourd'hui, au niveau mondial, hein, on peut compter quand même plus de 61 fabricants de cobots aujourd'hui, avec plus de 194 modèles. Et un marché qui dépasse les 600 millions de dollars. Donc c'est vrai que c'est un marché qui explose. On s'aperçoit aussi que les frontières entre la robotique et la cobotique se resserrent. Hein. L'idée c'est que les cobots deviennent de plus en plus précis, répétables plus que précis, qui portent des charges de plus en plus lourdes. Et finalement à l'inverse, les robots avec des accessoires connexes comme des scrutateurs laser peuvent commencer à travailler dans des environnements ouverts. Et on s'aperçoit, comme pour revenir à l'expression de tout à l'heure, que c'est l'application qui doit être collaborative et donc de choisir le bon équipement par rapport à ce qu'on veut faire. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on voit et effectivement la multitude de produits que vous pourrez peut-être aussi observer sur un salon comme celui-ci. Finalement, toutes ces technologies nous amènent quand même encore vers une transition industrielle, mais davantage humaine. Alors c'est vrai qu'on peut jouer un petit peu sur les 4.0, 5.0, les industries, mais ce qu'on peut constater, c'est vrai qu'en 2011, quand le terme de l'industrie 4.0 a été inventé, on avait tendance effectivement c'était très orienté pour tout ce qui est nouvelles technologies. Mais c'est vrai qu'à l'époque, l'intelligence artificielle dont on entend parler aujourd'hui, on n'en parlait pas en 2011. Donc c'est vrai qu'on a eu tendance à tout mettre dans ce terme d'industrie 4.0. La transition qu'on pourrait évaluer, c'est que la nouvelle industrie, la transition dans laquelle on est, c'est vraiment de ramener l'homme au cœur du process. Et donc comment l'homme va collaborer avec ces technologies et de dire que l'homme reste l'architecte effectivement du processus. Donc, une fois dit tout ça, les tendances qu'on peut voir au niveau de la cobotique, ça va être de rendre les cobots encore plus mobiles. Hein, donc les embarquer sur des robots mobiles qui sont eux-mêmes collaboratifs. Donc on va même parler de termes qui s'appellent MoMA, où vous allez voir plein de nouveaux termes qui vont arriver effectivement. Mais grâce justement à des outils ou de la data ou de l'intelligence artificielle, ça va être de rendre les robots encore capables de reproduire des tâches, voire de les améliorer. Donc c'est là où on va pouvoir entrer dans de l'intelligence encore plus poussée, puisque la technologie est déjà présente. Donc c'est vrai qu'en un petit mot simple, on peut considérer aujourd'hui qu'un cobot, c'est finalement le collaborateur d'un opérateur, et que la cobotique ne se limite plus aux cobots qui sont des dispositifs techniques. Elle s'intéresse plutôt à l'interaction réelle, directe ou téléopérée entre un opérateur humain et un système robotique. Alors je ne sais pas si effectivement dans la salle vous avez déjà intégré ou pas encore des systèmes collaboratifs au sein de vos sociétés. Et s'il y a un petit point à rajouter, à partager. C'est pas encore le cas.
Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Euh, Vous avez des entreprises qu'en France ou partout dans le monde sur le cobalt? Vous voulez dire en ce qui me concerne personnellement ou non, vous parlez du marché? Oui, bah, en fait, vous en retrouvez de partout, partout dans le monde. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas de fabricants, par exemple, de Kobo répartis de manière égale. On a des gros constructeurs, surtout en Asie, hein, Japon, Corée, Chine. On a effectivement en France quelques fabricants, alors plus de robots, mais qui ont développé justement des artifices comme Depot chez Stobli. Vous avez des startups françaises qui ont développé un robot qui s'appelle Mir, qui est un robot à 3 axes, mais qui est collaboratif. C'est vrai que c'est ce qu'on voyait un petit peu dans le slide plus haut avec l'image un peu de fond et beaucoup de cobots. C'est qu'il y a une multitude de cobots qui se développent encore aujourd'hui, quoi. Même pour nous, en tant que solutionneurs sur certains projets, il faut arriver à qualifier à un moment donné par rapport à notre industrie, à dire c'est telle marque ou telle marque vers qui on va s'orienter. Sinon, on peut passer une veille importante. Juste vous poser une question au niveau scolaire, là, sur vos parcours, on vous parle de cobo ou de robot? Non, ils nous en parlent pas trop sur les cobos. Donc c'est un peu intéressant d'avoir appris ça aujourd'hui. Bah, tu vois, ce serait intéressant que tu fasses une intervention au lycée Mandela à Poitiers. Juste pour terminer, puisque ceux qui sont présents depuis ce matin de bonne heure, merci à vous, hein. Donc la matinée, c'était vraiment orienté sur évolution de l'électronique ces 5 dernières années, vers quoi va vers l'électronique demain. Et alors pour vous les jeunes, le message c'est tout est à faire. Beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. On l'a vu, miniaturisation, des robots collaboratifs, de la data, plein de choses. Et pour les anciens qui sont encore en train de bosser là tous les jours, de produire des choses au mieux de la qualité, bah, là ça se gratte fort la tête, hein. Il y en a déjà quelques-uns qui ont plus beaucoup de cheveux, donc je veux pas, hein. Mais c'est pas fini. Donc il y a beaucoup de remises en cause, etc. Et c'est pour ça que cette association, je dis bien PC2A, une association, est là pour mettre en relation les universités, les écoles, les donneurs d'ordre, les sous-traitants électroniques, les laboratoires, pour ensemble avancer. Enfin, moi, si j'ai qu'un seul message à vous faire passer, c'est que tout seul dans son coin, on ne fait jamais rien. On fait que des bêtises. À un moment donné, il faut s'ouvrir aux autres. Merci, et puis bon courage à tous et à toutes. Hein, les filles, dans le monde industriel, il faut vous battre, hein.